Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence du Gaming Gun consacrée à la VR, sous le titre donc la VR au-delà du divertissement, point d'interrogation. Donc, comme vous l'avez sans aucun doute compris, c'est moi qui vais avoir le rôle d'animer cette conférence avec plusieurs personnes que je vais vous présenter tour à tour. On va commencer par les dames, donc Barbara Schiavi, si je ne fais pas d'erreur de prononciation, qui est une jeune diplômée de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard en informatique, qui s'est spécialisée dans la programmation 3D et le développement d'applications liées à la réalité virtuelle, donc la VR pour Virtual Reality et augmentée pour Augmented Reality. Et donc, 1 an et demi d'expérience aux États-Unis. Elle a travaillé dans le domaine de la recherche médicale et dans l'industrie du jeu vidéo. Et elle a créé son entreprise en France, Digitally Real, qui propose la création d'applications AR et VR dans les domaines du divertissement, de la publicité, de la médecine et de l'éducation. Développer aussi un serious game VR pour apprendre aux enfants quelles sont les matières d'objets conductrices ou isolantes dans un circuit électrique. Donc beaucoup de casquettes et beaucoup de choses à son actif. Tout à fait, sachant que vous pourrez venir le tester dans la zone indépendante. Pendant le Gaming Gun, ouais. Donc on vous encourage à le faire, mais de toute façon elle nous en parlera au cours de cette conférence. Deuxième personne avec moi, William Burke, qui est au sein de l'entreprise Exoception, qui est située à Lyon, donc autant dire du coin, hein, juste à côté de nous, qui crée du contenu en réalité virtuelle pour tout support. Voilà, donc aussi bien l'immobilier que le jeu vidéo, l'événementiel, ou alors pour former tout simplement à la VR, pour des solutions en temps réel. Et la troisième personne qui s'est joyeusement rajoutée à cette petite réunion, c'est Escabias, donc qui lui est plutôt côté VR divertissement justement, et qui est en cours de création avec ce côté entreprise. Donc je pense que l'échange avec nos deux entrepreneurs va être intéressant. Donc j'ai envie de vous poser une première question, certes basique, mais qui va poser les bases. Vous êtes donc spécialisé dans cette VR qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. La question c'est pourquoi avoir choisi cette voie et qu'est-ce que ça apporte de se spécialiser comme ça dans la VR avec chacune de vos entreprises et compétences. Bon bah du coup, comme j'ai le micro, je vais commencer. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été passionné par tout ce qui était immersif. Vu qu'on est entre geeks, on va pas se le cacher. Moi, mes débuts de réalité virtuelle au niveau imaginaire, c'était le holodeck dans Star Trek. L'idée de pouvoir s'immerger dans un monde qui paraît réel et dans lequel on est libre de faire et d'expérimenter tout ce qu'on veut, c'est assez fantastique. L'idée de pouvoir immerger tous les sens, de pouvoir... de base, on est limité par l'écran, par cette frontière qu'il y a entre nous et le contenu dans lequel on a envie d'évoluer. Et la VR, c'est un moyen de s'affranchir de cette frontière et de se plonger réellement à l'intérieur du contenu. Donc c'est réellement pour moi le dernier médium, puisque une fois que ça s'est mis en place totalement, là on en est qu'au tout début, mais à partir du moment où on peut plonger un être humain dans une réalité simulée qui lui paraît tout aussi réelle que la réalité, et ça y est, l'objectif ultime est atteint en termes d'imaginaire. Voilà. Alors de même, la passion pour les nouvelles technologies m'ont amené à vouloir travailler avec la VR. Et c'est vrai que c'est assez récent, on va dire. Depuis 2014, la VR qui est accessible à tout public. Et donc ça pose encore beaucoup de questions. Au niveau du développement, on est encore assez limité. Pour certaines choses, on n'a pas encore trouvé, par exemple, le casque qui sera l'avenir. Voilà, et puis c'est vrai que c'est une très belle technologie. On va dire qu'un humain, il retient 10% de ce qu'il lit, 20% de ce qu'il regarde à la télé, et quand il pratique en réalité virtuelle, il retient 75% de ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un domaine hyper intéressant à explorer. Et, j'ai hâte de voir
tout ce qu'on va pouvoir faire et toutes ces possibilités. Donc moi pour ma part, je suis beaucoup moins dans l'aspect technique, mais c'est surtout le rêve de gosse quoi, qui n'a jamais rêvé de mettre une combinaison et hop on se retrouve dans le jeu vidéo, c'est super fun, waouh, on lance des lasers avec les doigts, le futur tout ça, et on ne touche presque ce domaine-là, on va y arriver petit à petit avec la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose de sans sas pour le moment. Bon, on est encore au balbutiement, mais on va arriver à développer des trucs assez cool à l'avenir avec ça. Notamment du côté du gaming pur, on voit vraiment les systèmes qui commencent à se développer maintenant, ça a été dit donc depuis quelques petites années. Peut-être que ce qui peut rebuter entre guillemets le grand public parfois, c'est la gamme de prix. C'est vrai que ces systèmes sont pas, et là en tant que gamer je pense que tu me contrediras pas, oui. Les systèmes sont en tant que gaming pur en tout cas sont pas forcément super accessibles en termes de tarifs. Et il faut ce qu'il faut comme dire l'autre, mais voilà, pour le moment on n'est pas encore pour toutes les bourses, je dirais. Il y a le PlayStation VR qui est pas trop mal, oui. Qui fait un peu le casque low cost, mais c'est vrai qu'en termes de possibilités, quand on a testé un HTC Vive ou quoi que ce soit, on fait oui, c'est voilà, après, c'est vraiment le Wiko du casque VR quoi. Pas de publicité clandestine s'il vous plaît. Et ce qu'on peut peut-être retenir aussi, on en parlait tout à l'heure tous les deux d'ailleurs, c'est que parfois justement, alors je trouve intéressant d'avoir cet aspect que l'on retient à 70% de ce qui se passe quand on est immergé en VR, parce que l'immersion justement elle est parfois telle que à force le corps et le cerveau n'est pas habitué, donc les deux aspects ne sont pas habitués, et du coup ça peut poser des problèmes à l'oreille interne, et c'est vrai que la pratique continue et longue de la VR pose encore quelques soucis de mal-être en fait. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cette question un petit peu ? Oui, moi je tiens à rebondir là-dessus parce que alors il y a deux choses par rapport à ça. Il faut savoir que quand les premiers casques sont sortis, les premiers prototypes de l'Oculus Rift, etc., et les générations de casques de VR qu'il y a eu avant, il y avait effectivement un problème qui se posait de conflit avec ce que percevait l'oreille interne. Qui était en grande partie dû au fait que les casques n'étaient pas assez précis, le suivi des mouvements n'était pas très bon, le framerate était mauvais. Tout ça, c'est effectivement des choses qui allaient déclencher ce qu'on appelle le motion sickness, le mal des transports, et poser problème. Aujourd'hui, les casques là-dessus, ils ont complètement rattrapé le niveau. Sur une utilisation normale où il n'y a pas de mouvement artificiel dans le contenu, il n'y a aucune raison que ça rende qui que ce soit malade. Et on le voit bien, nous, on les utilise quotidiennement avec des gens qui n'ont jamais utilisé de VR. Tant qu'il n'y a pas de mouvement artificiel, il n'y a pas de souci. Donc c'est le deuxième point, c'est que qu'est-ce qui provoque sur les casques actuels ce malaise ? C'est justement le fait qu'on a encore... dès qu'il y a un mouvement qui est perçu dans le contenu virtuel, dans lequel on va avancer, mais surtout dans lequel on va avoir des rotations, parce que c'est ça le pire, là, pour le coup, il y a un gros conflit, parce que l'oreille interne, elle est spécialisée dans la captation des accélérations, des décélérations et des rotations. Et du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Le cerveau se dit... Entre ce que je vois et ce que mon oreille interne me dit, il y a un conflit. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis probablement empoisonné, parce que c'est ce qui se passait à l'époque. Donc, solution, vomir. Et forcément, c'est pas idéal. Mais tant que les contenus n'utilisent pas des mouvements artificiels, il n'y a pas de problème. Et je finirais juste sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui existent, même depuis un certain temps d'ailleurs, qui ont été utilisées dans l'armée, etc., qui permettent de stimuler l'oreille interne électriquement pour simuler les mouvements qui correspondent à ceux qu'il y a dans le monde virtuel. Ça va sûrement arriver. Quand on ne sait pas, le problème principal c'est un problème médical, c'est qu'il faut qu'ils étudient pour vérifier que ça n'a pas d'effet négatif sur le long terme, mais il y a déjà des technologies qui existent qui permettent de faire ça. Et ce serait une solution par rapport à ces mouvements artificiels. Voilà. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Au jour d'aujourd'hui, je pense avec la qualité qu'on peut avoir des casques, c'est surtout le contenu et ce que les développeurs font. Je veux dire, si on vous met dans un roller coaster en VR, c'est le gerbe assuré, ou même dans une voiture ou quelque chose où visuellement vous avancez, votre corps reste sur place, vous êtes tout à fait déséquilibré. Si on connaît pas. Après, il faut habituer. Avec l'habitude, on arrive peut-être à... Pas tout le monde. Non, pas tout le monde, je pense que non. Ah. Non. Voilà. Après, je dis la qualité des casques. On a bien vu par exemple, même aujourd'hui, on est encore limité par exemple notre tracking du Vive. En plein soleil.
On a notre monde qui commence à bouger. Voilà, faut être dans des conditions optimales pour pouvoir utiliser la VR aujourd'hui. J'ai pas grand chose à rajouter. C'est pas une obligation. Si ce n'est que voilà, il faut bien commencer par un environnement calme et stable pour s'habituer avant d'aller dans un truc un peu extrême. Parce que n'importe qui qu'on met dans un roller coaster direct, là c'est sûr qu'il ressort, il est brassé, il est pas bien. Moi, rien que d'y penser, Voilà. T'as connu, c'est pas bien. Non, j'ai connu. Ouais. Mais oui, petit conseil technique pour ceux qui n'auraient jamais testé les casques de VR et qui veulent s'y lancer chez eux. Ça paraît bête, et d'ailleurs la console vous le dit, il faut un environnement où vous avez de la place, une liberté minimum de mouvement, et sans dire que vous allez courir dans toute la pièce. On n'en est pas encore là, mais il y a des jeux, il y a des programmes qui vont vous demander une certaine quantité de mouvement, une certaine de bouger certaines parties de votre corps. Et donc si vous mettez des coups dans les murs ou dans les meubles et les vases de fleurs, c'est un peu compliqué. La manette aime pas. Oui, la manette aime pas en plus. Elle coûte 300 balles. Ouais, donc, c'est moyen. On y réfléchit à la fois. Effectivement. Question sur strictement de vocabulaire. Quelle serait la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée ? Alors, la réalité virtuelle, c'est qu'on est immergé dans un monde complètement virtuel. On est en immersion, on ne voit pas notre monde extérieur, alors que la réalité augmentée, c'est notre monde réel auquel on ajoute graphiquement des modèles 3D qui n'interagissent pas avec l'environnement. Donc avec votre table, vos murs, voilà, c'est ça la réalité augmentée. Ce serait ma définition. Est-ce que t'en as une Oui, c'est globalement ça. Moi, je rajouterais juste en disant, effectivement, c'est plus la notion de réalité augmentée, c'est l'introduction d'éléments virtuels dans le réel, alors que la réalité virtuelle, c'est l'immersion totale dans une réalité totalement virtuelle. Et donc pas d'ajout dessus. Ok. Donc on a parlé de VR gaming, mais on a bien compris que le gaming n'était pas le seul domaine concerné. Au contraire, la réalité virtuelle s'empare de plusieurs domaines. Vous en êtes l'épreuve vivante. Du coup, comme vous êtes dans une logique d'entreprise, que vous êtes en contact avec des personnes, quelles sont les demandes de vos différents publics ? Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui dans la découverte de la VR et la pratique ? Alors déjà, la première chose que je dirais, c'est que n'y a pas de demande. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que la plupart des gens qu'on va aller démarcher, nos clients potentiels, ne sont pas forcément au courant de ce qui existe et sont pas forcément capables de se rendre compte par eux-mêmes de ce qui pourrait être fait dans ce domaine-là. Alors maintenant, il commence à y avoir un peu de demande dans certains domaines, mais c'est plus tout ce qui va toucher l'événementiel, la communication, ou alors des gens qui vont avoir eu l'occasion de voir au fil des derniers mois, des dernières années, des choses dans ces domaines-là. Après, il faut beaucoup démarcher, mais après, ça peut être potentiellement n'importe quoi. C'est un peu l'intérêt de la chose. Oui, voilà, la VR maintenant, ça touche à peu près tous les domaines, que ce soit pour un simulateur militaire, simulateur d'aviation, transport, voilà. Pareil, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ici la demande n'est pas très forte, mais par exemple, on m'avait demandé pour la journée du patrimoine d'une ville, refaire en réalité augmentée le centre historique médiéval, comme c'était au Moyen-Âge. Ouais. C'est par exemple l'une des demandes types qu'on peut avoir. Mais, D'accord. J'ai pas l'entreprise, moi, au cas. Je sais pas les demandes. Justement, c'est bien que tu en parles. Toi qui as un projet de création, est-ce que tu peux nous en parler si déjà tu étais au fait dessus, ou est-ce que vraiment c'est... Donc oui, je suis en train d'essayer de convaincre les banques de faire ce petit projet. Et donc mon projet, c'est de créer un bar avec la réalité virtuelle, où c'est un endroit où on vient, on se pose avec ses potes, on joue, sympa, on buvra une petite bière à côté, on joue à tour de rôle ou ensemble, essayant de faire des tarifs un petit peu sympas, mais vraiment pour le côté social et un petit peu justement pour essayer
démocratiser la VR parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... C'est pas qu'ils ont peur, mais ils connaissent vraiment pas. Et déjà, toutes les personnes passées 40 ans, ils comprennent pas ce qui se passe, ce que c'est, ou ils s'imaginent qu'ils vont être téléchargés dans le jeu, ou je sais pas, mais vraiment, ça leur fait très très peur. Mais voilà, un petit truc pour montrer que il y a... c'est une parce que pour beaucoup de monde, effectivement, c'est pas au point encore comme technologie. Ils trouvent que c'est, voilà, on est au balbutiement, c'est nul et quoi que ce soit. Mais pour leur montrer que si, il y a déjà des jeux, des logiciels, des choses faites dessus qui sont très intéressantes. Et par exemple, exemple typique, un jeu d'horreur. Je mets au défi n'importe qui dans un jeu de réalité virtuelle avec un jeu d'horreur et pas avoir peur ou ne serait-ce qu'un sursaut. En VR, c'est traumatisant. J'ai pas tenu 10 minutes. Moi, c'était affreux. Pour rebondir sur ce que tu dis, que par exemple la technologie n'est pas prête, dans certains domaines c'est vrai, comme le médical. Lorsque vous avez besoin de faire de choses précises avec des calibrations, du suivi des patients, pour de la réhabilitation par exemple moteur des bras, des mains, des choses comme ça, c'est vrai que oui, la techno n'est pas encore assez précise pour faire des choses aussi minutieuses, quoi. Mais voilà, ça dépend des domaines, j'ai envie de dire. Ben, je trouve intéressant justement cette notion de crainte ou d'a priori de la part des gens, ou du moins de certaines personnes, parce qu'en fait, finalement, on est en train de se rendre compte qu'on vit une ère, un développement de la technologie par la VR, qui était, il y a quelques années encore, de l'ordre de la science-fiction, ou du moins pour le grand public. Pour les spécialistes qui sont dans le domaine depuis des décennies, ils peuvent dire qu'il y a eu des choses très tôt, mais pour le grand public, pour l'accessibilité, c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la science-fiction et de la crainte. Si je peux rebondir là-dessus, oui. L'histoire de la réalité virtuelle, c'est super intéressant. Après, il faut se dire que cette renaissance de la réalité virtuelle, elle n'est pas uniquement pour le grand public, elle est aussi justement pour tous les professionnels qui étaient dans ces domaines-là. Il y a eu un... j'aime pas dire que c'est grâce à l'Oculus Rift, on va dire qu'il est arrivé au bon moment et que si ça n'avait pas été lui, ça aurait sans doute été un autre, mais il y a eu un changement grâce à l'arrivée des smartphones et des tablettes et des technologies d'écran et de lentilles et 2-3 trucs comme ça qui ont permis de relancer la réalité virtuelle, non seulement à un prix qui est extrêmement bas, parce qu'on parlait avant au niveau professionnel des casques dans les dizaines de milliers de dollars, soudain de passer à plusieurs centaines de dollars pour un casque qui, l'Oculus Rift, la première version de l'Oculus Rift était au-dessus de ce qui se faisait sur plusieurs dizaines de milliers de dollars à ce moment-là, parce qu'en fait il y a eu un changement de paradigme total sur comment est-ce qu'on gère l'écran, les lentilles, le suivi des mouvements, avec des technos beaucoup plus basiques mais aussi beaucoup plus efficaces que ce qui se faisait avant. Donc même pour les professionnels de ces milieux-là qui utilisaient déjà la VR, ça a été une vraie révolution, parce que ça avait rien à voir. Voilà, et on parle de science-fiction, mais c'est vrai que là, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'on a un gros casque devant soi, un gros écran, mais d'ici quelques années, on va, voilà, avec ce qu'on sait faire, des petits composants, on va passer aux lunettes. Ensuite, d'ici quelques années, on va passer aux lentilles, parce qu'on saura faire de très 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 petits composants. Et pourquoi pas passer à l'implant. À l'implant. Les puces. Oui. Je vous assure que ça existe déjà pour les malvoyants, des implants sur votre cortex visuel qui envoient des signaux électriques et qui vous permet... J'ai travaillé cette question, donc effectivement, c'est voilà, tout à fait. Donc oui, on est à l'aube. On est à l'aube de tout ce qui va arriver dans les prochaines années. Dans la science-fiction, on sera plus tard des cyborgs, des hommes augmentés, jusqu'à ça. Ça ne sera pas que la VR. Rajouter un petit truc, la preuve un peu de la peur des gens, c'est tout simplement les Google Glass, qui là, donc c'est de la réalité augmentée, pas virtuelle, mais on l'a vu avec le nombre de trolls, de mèmes, de choses qu'il y a eu dessus, où les gens ont eu très peur. Les Google Glass, c'est pas du tout de la réalité augmentée. C'est pas de la réalité augmentée. Pas du tout. Ça s'y apparente pas mal, mais c'était pas... Ah ouais, d'accord, parce que j'ai vu donc notamment au nombre de trolls ou quoi que ce soit qu'il y avait dessus, les gens apparentaient à ça... Ouais, d'accord. Et les gens où il y avait peur d'être complètement déconnectés du réel, et tous les trolls ou quoi que ce soit qu'il y avait dessus, c'était à ce niveau-là vraiment, oh là là, on n'est plus du tout dans le monde réel, regardez, le mec, il y a un bus qui est en train de lui arriver dessus, il le voit pas parce qu'il est dans ses applications et quoi que ce soit. Ça fait partie des craintes, effectivement. Mais tu sais, quelque part...
Les débuts du cinéma, c'était ça aussi, hein, avec ce Oui. fameux film de la Le locomotive qui arrive dans la gare et les gens qui fuient la salle parce qu'ils ont l'impression que le train leur arrive dessus. On a eu la 3D, on a eu l'IMAX, on a eu toutes des technologies qui ont révolutionné la notion de vision et la notion de comment tu te situes par rapport à l'œuvre que tu regardes. Et là, on en est à des choses qui sont carrément immersives, quoi. Donc on est effectivement dans une autre strate et probablement en effet à l'aube de ce qui peut être fait. Et si tu me permets de revenir juste sur le chapitre du gaming, je trouve que ça dit quelque chose aussi déjà de notre sociabilisation par rapport au médium du jeu vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé entre guillemets par des bandes d'arcade dans les bars, dans les machins. Après, on en est venu à quelque chose de plus solitaire avec des manettes qui nous séparaient de l'écran par un fil. Aujourd'hui, on a des manettes sans fil et on a eu des Kinect, des machins qui demandaient plus d'optimisation, effectivement. Mais oui, bouge ton corps, exactement. Avec du Dance Dance et pas seulement, du coup. Et là, maintenant, on en est à devenir soi-même la manette. Donc, il y a un rapport même au corps qui est complètement chamboulé par rapport à ce qu'on connaissait du jeu vidéo. Et le jeu vidéo est un médium qui évolue très 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 vite, je trouve, en tout cas. Donc il me semble que c'est assez captivant là-dessus. Oui, tout à fait. Au niveau psychologique, c'est vrai qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que quand vous jouez par exemple à World of Warcraft, vous incarnez un personnage, mais vous êtes quand même détaché. Alors que en VR, vous êtes le personnage. Et ou quand vous jouez par exemple à Call of Duty, si vous êtes vous-même celui qui tue les gens, comment ça va se répercuter plus tard sur les jeunes qui vont y jouer. Enfin, voilà, c'est des questions. C'est pour ça que les jeux qui sont pas en FPS sont pas très bien, ou en immersion, c'est moyen. Et l'autre chose qui est importante et qui touche du coup aussi un peu ce qu'on avait dit précédemment sur le milieu professionnel et le fait qu'on retient mieux en réalité virtuelle et le fait qu'on ait la manette au sein du casque, c'est qu'on en arrive... Alors, on a toujours eu des couches d'abstraction quand on jouait à des jeux ou qu'on faisait quoi que ce soit d'interactif, c'est-à-dire que vous allez vous dire je veux que mon personnage il attrape tel objet, alors j'ai ma manette dans ma main et avec mon pouce je vais appuyer sur la touche A qui correspond à attraper pour que mon personnage le fasse. Et au bout d'un moment, avec des jeux qui se complexifient, on en arrive à des niveaux d'abstraction qui sont absolument énormes, où donner la manette à votre grand-mère, bon courage, vous pouvez la laisser jouer pendant 10 heures, elle va pas s'en sortir. Là, vous pouvez essayer sur l'HTC Vive, vous mettez votre grand-mère dans l'HTC Vive, vous lui expliquez juste que pour attraper, c'est la gâchette, vous la mettez dans Job Simulator, et au bout de 10 secondes, elle s'amuse, elle a tout compris, et il n'y a absolument aucun problème. Et c'est vrai que parce qu'on en arrive, on se débarrasse de ces niveaux d'abstraction et on revient au fondamental qui est je bouge, si je veux attraper la bouteille d'eau, je prends la bouteille d'eau, je l'attrape. Avec cette notion d'attraper, sauf s'il y a un rebond sur ce qu'il vient de dire. Avec cette notion d'attraper, je me permets de citer une anecdote toute personnelle. Moi, j'ai fait une thèse sur les super-héros. Donc, quand j'ai pu incarner Batman au sens propre dans le Batman VR, j'étais tout jouasse. Le fait de voir les gants de Batman sur mes propres mains, entre guillemets, c'était assez merveilleux. Et je me suis retrouvé dans une situation assez traumatisante qui marquait bien la séparation entre l'immersion et ce qui se trouvait autour de moi. En fait, donc j'avais le casque, mais la personne chez qui ils étaient avait un canapé. Basiquement, moi j'étais ayant du mal à rester debout, donc j'étais resté assis. Et en fait, il y a un moment où vous êtes dans le manoir de Batman, donc de Bruce Wayne, et où Alfred, tout simplement, votre majordome, vous file une clé. Et il faut attraper la clé. Et en fait, le problème, c'est que ma main butait, ma vraie main butait contre le canapé. Ce qui fait que mon Batman, il restait comme un con pendant 5 minutes à essayer de choper une clé dans le vide. J'étais obligé de tordre le poignet de mon personnage dans un angle complètement improbable pour qu'il puisse choper la clé. Donc c'est là où on se dit, putain, c'est violent comme distorsion du réel, mais à la fois c'était vraiment amusant, quoi. Et c'est pour ça, il me semble justement que cette notion d'attraper, il y a rien de plus physique en fait et de plus étrange que de se dire on a un objet qui, comme le nom indique, c'est objet, c'est ce qui est jeté devant soi. Et donc le fait avec sa main réelle de se dire qu'on n'est pas en train d'attraper ou qu'on voudrait faire ce geste, c'est assez déstabilisant. Et je pense qu'il y a pas mal d'études qui sont menées en ce sens-là pour voir, justement, on parlait un petit peu de psychologie tout à l'heure, de voir quelles implications ça peut avoir. Et il me semble qu'il y a un terrain passionnant là-dessus. Enfin, voilà, je me permets juste.
Donc on a beaucoup parlé de justement des progrès, des applications, de tous ces développements qui ont été faits et qui vont être faits, c'est évident. Alors la question du coup que j'aimerais vous poser maintenant, c'est vous en tant que gamer ou autre que gamer, quel développement vous voudriez voir finalement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Enfin, qu'est-ce que vous attendriez? Moi, je dirais que les développements que j'attends, ils sont déjà en cours de réalisation. Il y a pour moi plusieurs choses fondamentales. Déjà, au niveau de la vision pure, il y a le fait d'avoir une véritable profondeur de champ, parce que ça, en termes d'immersion, c'est assez important. Aujourd'hui, quand vous mettez le casque, vous avez l'effet de parallaxe, vous avez le fait que vous allez plus ou moins croiser les yeux en fonction de la distance à laquelle vous regardez, mais vous n'avez pas la mise au point qui se fait, parce qu'en réalité, elle est fixe. Tous les plans sont au même niveau, donc il n'y a pas de flou derrière ce que vous regardez ou quoi que ce soit. Là, il y a de plus en plus de technologies qui arrivent qui vont permettre ça, que ce soit avec le tracking de l'œil pour savoir où est-ce que la personne regarde, pour faire une fausse profondeur de champ, ou à un niveau encore au-dessus, on a des écrans en light field qui sont en cours de développement, qui permettent d'avoir des vrais niveaux de profondeur de champ. Ça, c'est complètement fou. Ce qu'on attend aussi beaucoup, en tout cas moi de mon côté, c'est le rendu fovéal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du tracking de l'œil, on est capable de déterminer où est-ce qu'il est en train de regarder. Et en fait, la vision humaine, elle est nette qu'au centre. Donc quand on calcule l'image pour la totalité de l'écran, la totalité des 110 degrés de champ de vision, alors qu'en réalité, l'être humain ne regarde proprement que les quelques pourcents qu'il y a au centre, on gaspille de la puissance de calcul. Et on perd aussi du coup en qualité d'image qu'on pourrait mettre en place, alors que si on sait où l'œil regarde, on va pouvoir dire ok, là sur cette frame là, l'œil il regarde ici, donc je ne vais calculer en qualité élevée que cette partie là, tout le reste de manière plus ou moins dégradée en fonction de la qualité de la vision de l'œil, et on va économiser comme ça une puissance de calcul monumentale. Ça commence à se faire, c'est une des prochaines évolutions. Il y a le tracking inside out qui est en train de commencer à arriver. Aujourd'hui, les casques les plus populaires, c'est l'Oculus Rift, l'HTC Vive et le PSVR, que je n'aime pas du tout, mais bon, ça c'est autre chose. Tous les trois utilisent ont besoin d'avoir un référentiel extérieur, des capteurs, des stations qui vont leur permettre de se repérer dans l'espace. Maintenant, il y a Microsoft par exemple avec leurs casques qui sont pas chers, qui a commencé à sortir du tracking inside out. Il y a le prochain Oculus Quest qui va être assez fou, un casque d'HTC qui est disponible que en Chine pour l'instant, où là pour le coup le casque va faire son propre tracking avec des caméras qui analysent le mouvement par rapport à ce qu'il filme quand vous bougez. Là où ça c'est complètement fou, c'est que déjà du coup il n'y a plus besoin d'être dans une pièce avec des capteurs, on n'a plus de problème d'interférence comme on pouvait en avoir tout à l'heure avec le soleil ou ce genre de choses, et là où c'est encore plus dingue, c'est que ça ouvre le champ de ce qu'on appelle le free roaming ou l'arena scale encore plus au-dessus. C'est à dire que si vous prenez ce casque là, pour peu qu'il soit autonome, vous allez au milieu d'un stade, vous avez un jeu à l'échelle du stade, et vous allez pouvoir marcher, courir, faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite d'espace. Tant que le casque a une image sur laquelle se repérer, il va être capable de faire le suivi des mouvements. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est l'avenir de la réalité virtuelle. Comme ça, avec des zombies où ils sont dans une pièce, ils doivent ouais. des zombies. En free roaming, ça se fait de plus en plus. Ça commence aussi à être fait en France. Je sais que Wanadev, un de nos concurrents, commence à s'y préparer. Nous, on est en train de travailler sur un jeu en free roaming aussi avec un client. Donc ça se fait de plus en plus, mais pour l'instant, le problème, c'est que c'est souvent des choses qui vont se faire avec un PC en sac à dos. Ouais, voilà. Pour utiliser l'HTC Vive, l'Oculus Rift, ça a beaucoup de défauts, et quand c'est des très grands espaces, il faut des solutions de suivi des mouvements qui sont du type motion capture, qui sont extrêmement coûteuses, extrêmement lourdes, et qui ont une latence qui est pas top. Ouais, c'est pas foufou. Ouais, plus ou moins. Donc voilà, et puis je vais finir sur un dernier point. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau du suivi du corps, des doigts. On a les knuckles de Valve qui vont bientôt arriver, ça j'ai hâte que ça arrive. Et le champ de vision aussi, parce que 110 degrés, ça fait vraiment un effet. On voit pas sur les bords. Là, il y a le Pimax par exemple qui a un champ de vision de plus de 180 degrés. Donc voilà, puis après augmenter la résolution, etc. Mais pour moi, c'est les évolutions principales qui doivent venir.
Oui, c'est vrai qu'en tant que développeur, nous, ce qu'on recherche, c'est surtout d'avoir des outils qui nous permettent de créer des applications sans limite, qu'on ne soit pas limité au nombre d'objets 3D, voilà, qui ne doivent pas avoir énormément de faces pour la puissance de calcul, voilà, faire créer des environnements fous. Et je pense, en tant que consommateur, avoir voilà, plus de consommateurs, en fait, que ce soit encore plus démocratisé, mais ça, je pense que ça arrivera avec les générations suivantes. Voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore le cas, et je pense qu'il va falloir encore attendre plusieurs autres évolutions. Merci. Donc moi, en tant que consommateur qui n'est pas du tout l'aspect technique, enfin un petit peu mais imagé dans ma tête avec des petits rouages trop mignons, tout ça. Donc moi, vraiment, ce que j'attends, c'est un peu comme on l'a cité tout à l'heure, comme à son époque World of Warcraft, où vraiment un jeu, une application, un truc qui rassemble les gens, qui vraiment là les gens ils vont se dire ah ouais, j'avoue qu'un casque vert ça me tenterait pas mal, parce que pour avoir testé énormément de jeux, pour en avoir beaucoup, qu'à la base je suis un gros ponceur de jeux, j'adore les succès, faut que je finisse tous les jeux à 100% avec tous les succès. Généralement les jeux 4-5 heures pliés, tout 100% maxé, et voilà, et même passer ces trucs là. Voilà, donc après ce qu'ils font maintenant, ils adaptent des jeux qui existent déjà en réalité virtuelle. Qui va sortir, le problème du HoloLens, c'est qu'il paraît génial quand vous voyez les vidéos sur internet, mais en fait il a que 30 degrés de champ de vision. Si vous avez eu l'occasion de tester l'Oculus Rift, c'est 90, l'HTC Vive c'est 110, 30 c'est un petit carré devant soi, quoi. Mais en soi, ça marche très bien, au-delà de ce champ de vision limité. Je pense que d'ici 2 ans, il va y avoir des sorties grand public de casques de réalité augmentée autonomes. Donc, à voir. Bonjour. Du coup, je reviens sur les 2 réalités que vous avez parlé, augmentée et virtuelle. Ouais. Est-ce que la réalité mixte, ça existe et ça entre là-dedans? Alors, la réalité mixte, c'est un problème de terme. En fait, il faut savoir qu'on est dans un milieu où les gens aiment bien essayer de sortir des termes incroyables qui font rêver tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on a un peu une espèce de confusion générale entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixée. Le premier qui a utilisé le terme de réalité mixée, c'est un développeur sur HTC Vive et Oculus Rift, d'un des premiers jeux qui est sorti avec le Vive, dont j'ai bouffé le nom, qui était une espèce de petit jeu rigolo avec des chatons, où on construisait des trucs, enfin c'était... Non, c'était pas ça. Je me rappelle pas, mais bref, c'est en gros le principe de ce qu'il appelait la réalité mixée, c'était à partir du tracking de l'HTC Vive avec une manette supplémentaire, il permettait il l'attachait à une caméra en fait, et du coup il filmait avec la caméra le joueur qui joue, et il superposait dans l'image des éléments du monde virtuel avec de la profondeur pour que les gens puissent comprendre. En fait, le but du développeur, c'était de faire comprendre aux gens qui n'avaient pas testé la VR, en regardant la vidéo avec le mec qui est dans le casque, qu'on voit en train de se promener dans le monde virtuel du jeu, qu'il est vraiment dedans. Et en soi, c'est un peu près de la réalité augmentée. Enfin, ça rentre totalement dans la définition de la réalité augmentée. Et après, il y a eu un abus de langage parce que Microsoft se sont amusés à sortir des casques avec du tracking inside out dont j'ai parlé, celui qui se fait avec la caméra qui est dans le casque, où il n'y a pas de capteur extérieur. Et il leur fallait un terme qui parle au public. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de l'appeler la réalité mixée. Ce qui ne veut rien dire, et ce qui ne colle pas avec la définition qui avait été donnée avant. Donc voilà, aujourd'hui, réalité mixée, c'est un peu un mot qui sert à tout, et qui est balancé à toutes les sauces, et qui n'a pas vraiment de sens strict. Personnellement, suivant mon expérience, la réalité mixte, elle est arrivée grâce à Google Tango. Donc c'est un appareil, une tablette qui permet avec une caméra de profondeur de détecter vos surfaces, donc, et de faire carrément un mesh de tout votre environnement. Donc vous savez où se situe votre table, votre fauteuil, et vous êtes vous voyez à travers la tablette votre monde réel. Sauf que si vous balancez par exemple une bouteille, elle va se cogner contre le mesh que vous avez fait de votre table et rebondir. Donc là, on a une interaction du modèle 3D avec l'environnement, qui est du coup différent de la réalité augmentée, où le modèle superposé à votre monde réel n'a aucune interaction avec l'environnement. Moi, ce serait plutôt ça
ma définition, mais comme on vous dit, les technologies sont tellement récentes que on ne sait pas où ça va, on ne sait pas c'est quoi. Tout le monde a une définition différente et oui, je pense que c'est plutôt ça le souci. Oui, clairement. Donc toi, tu dis que ça serait pas ça, par exemple. T'es pas d'accord avec moi Bah, dans la notion, enfin dans la définition officielle de réalité augmentée, il n'y a rien qui interdit la notion d'interactivité entre les éléments virtuels et le décor réel. Il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs de réalité augmentée où on voit les tirs d'un pistolet qui vont rebondir sur les murs réels, ou des interactions, un trou qui va se former, le sol qui s'effondre, un monstre qui sort. Donc là aussi, effectivement, c'est vrai que pour le projet Tango, ils ont utilisé le terme réalité mixée, mais pour moi, c'est encore du coup un troisième exemple d'une autre troisième définition de réalité mixée, alors que en soi, bah ouais, c'est de la réalité augmentée, mais c'est vrai que les termes sont... Personne n'est d'accord, en fait, concrètement, sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Parce qu'en fait, comme vous disiez, la réalité virtuelle, c'est de la 3D. La réalité augmentée, on utilise l'environnement réel. Oui. Et par exemple, l'HoloLens, ça combine les deux un petit peu. On a à la fois de la 3D générée sur de la 3D réelle, j'ai envie de dire. Oui, coup, c'est mais un dans les mix. deux cas, il y a de la 3D en fait, parce que le simple principe de réalité augmentée, il faut que le casque soit capable de se repérer dans l'espace et d'incruster les éléments virtuels par rapport au décor réel, sinon ça colle pas. Parce qu'à la base, la réalité augmentée, c'était surtout au niveau des smartphones. Enfin, il me semble que ça a apparu avec les smartphones où on pouvait scanner l'environnement, on mettait un petit Alors capteur. du coup, à l'époque, on scannait pas l'environnement parce qu'effectivement, il n'y avait pas les technos pour ça. Bah oui, mais non, parce qu'elle était souvent faite. Vous avez dire quoi, réalité virtuelle? Si, parce qu'on utilisait des QR codes, par exemple, pour le permettre au téléphone de détecter la position de l'objet virtuel. Et effectivement, avec le Tango, etc., il n'y a plus besoin, parce que le casque va être capable de scanner l'environnement et de déterminer son relief et où est-ce qu'on est positionné. On pourrait dire que c'est de la réalité augmentée améliorée. Oui, on Pour pourrait. la version. Mais voilà, le problème, c'est qu'on va se battre sur les définitions, alors qu'en soi, personne va être vraiment d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas encore bien défini. Bah, c'est pas bien défini, et en plus de ça, comme il y a le marketing qui vient se mettre au milieu et qui vient utiliser les termes de manière abusive, ben du coup ça veut plus rien dire quoi. Donc c'est comme le cinéma 3D. Moi qui suis infographiste 3D, et s'il y en a d'autres dans la salle, on voit bien la confusion que ça a apporté. Maintenant quand on dit ah bah je fais de la 3D, les gens ils pensent aux films en 3D, qui d'ailleurs ne sont pas en 3D. C'est pas de la 3D, c'est de la stéréoscopie. Ça n'a absolument rien à voir, mais on appelle ça quand même de la 3D. Et des abus de langage comme ça, il y en a, mais partout dans le milieu, surtout dans la réalité virtuelle et augmentée. Parce que c'est très chiant. Surtout pour nous qui essayons de le vendre, parce que nos clients comprennent pas de quoi on parle. Voilà. Oui, tout à l'heure, vous avez dit aussi que le principal problème, c'était le motion sickness. Donc, je sais pas si... C'est plus particulièrement c'est un en problème train de- aujourd'hui. oh, d'accord. Mais C'est est-ce un qu'il y a problème pour les mauvais développeurs. D'accord. Voilà. Et Mais- ceux qui jouent à leurs expériences. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des technologies qui sont en cours de développement pour tromper l'oreille interne et Si, ça si, pourrait si, justement, c'est en cours. Mais l'élément qui fait que c'est retardé le plus, c'est que médicalement, on ne sait pas quels sont les effets à long terme de stimulation électrique sur l'oreille interne. Donc tant que ça, c'est pas tranché, ça n'arrivera pas pour le grand public. Pour donner un exemple de trompe-l'œil, si vous avez joué à Spider-Man VR, quand vous vous déplacez, ce qu'ils ont trouvé, c'est en fait réduire votre champ de vision. En fait, à chaque fois que vous vous déplacez, hop, vous réduisez votre champ de vision et ça vous permet de vous focaliser et de pas avoir toutes les informations de mouvement. Voilà, c'est l'un des trompe-l'œil. aussi après qui peuvent être... Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Enfin voilà, des choses comme... Une dernière. Juste par rapport aux équipements, je voulais savoir si vous étiez au courant des. Parce que tu parlais des je sais plus qui c'est qui a parlé des. Ouais, les knuckles. Mais il existe aussi des gants, il me semble, haptiques, qui peuvent justement permettre d'avoir une pression, même de bloquer les doigts pour justement encore plus provoquer de réalisme au niveau du toucher. Même Et, des combinaisons complètes. Hein. Ouais. Mm. Ah oui.
mais ça le prix. Ah oui, après, voilà, c'est pas grand spécifique. public Quoi. du tout. Pour le moment, il n'y a rien qui est. Avant de le voir dans le salon, celui-là, à mon avis, il faudra bien attendre quelques années. Ok. Mais du coup, enfin, il y a quand même Ça des projets existe, autour. Avec aussi, il y avait une sorte de plateforme où vous pouvez marcher dessus. Ça, c'est déjà au point les tapis de course par contre. Au point, je dirais pas ça. Ah ouais? Non. C'est pas top. Bah, ceux qui sont au point, ils sont encore. Il y a Omnivert Ah qui oui, marche ça, c'est bien. cher. En termes de tapis omnidirectionnels, alors il faut savoir que ça se divise en deux catégories principales à l'heure actuelle. Vous avez ceux comme le Virtuix Omni qui sont une espèce de plateforme où on a un harnais autour de soi et on a une espèce de forme concave où on va glisser dessus. Ça marche pas super bien et ça ne résout pas du tout le problème de motion sickness puisque l'oreille interne elle est pas trompée, hein. Vous avancez pas donc vous pouvez sauter en haut en bas et bouger les jambes. Ça va avoir un petit effet psychosomatique qui va peut-être réduire un petit peu les effets du motion sickness, mais en soi ça ne marche pas. Après, un peu plus poussé, mais qui ne résout pas non plus le problème du motion sickness, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'avance pas, on n'avance pas. C'est des tapis qui vont avoir un défilement, comme une espèce de tapis roulant, mais qui va bouger dans toutes les directions, et qui va détecter quand la personne fait un pas en avant et défiler en dessous. C'est encore en cours de gros développement, c'est super cher. Vraiment super cher parce que c'est des installations vraiment complexes, mais apparemment ça marche pas mal du tout, mais ça ne résout pas le problème du motion sickness, encore une fois. Je tiens juste à dire dans tous les cas pour ça que la téléportation est beaucoup mieux que le fait de simuler de se déplacer dans beaucoup d'applications VR. Quand on se téléporte, au moins on est mis dans un autre environnement, ça va, alors que là le fait de se déplacer lentement, on n'est pas à une vraie vitesse de marche, on bouge pas, et là souvent le cerveau qu'est-ce qui se passe, arrête et tout. On a l'impression de flotter, on sait pas trop quoi. Donc c'est voilà. Mieux la téléportation. Deadpool. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour on sera capable de faire un univers comme l'Oasis dans Ready Player One? J'en ai parlé tout à l'heure. Ah bah oui, mais moi je viens d'arriver, désolé. Bah, question technique, je pense que pas tout de suite du tout. Mais voilà, bah il y a Chatver, même si c'est naze à souhait, mais bon. Ouais, un environnement où tout le monde peut parler, quoi que ce soit, ça peut se faire, mais un environnement où on interagit. Puis d'ailleurs, il est plein d'incohérences ce film, parce que des fois ils ont besoin de faire des saltos dans la vraie vie pour faire des saltos dans le jeu. Des fois ils ont juste besoin de courir. Des fois ils tombent vraiment dans le jeu, mais des fois ils tombent pas vraiment dans le jeu. Enfin. Ouais, avant qu'on ait des trucs avec des règles bizarres comme ça. Je pense que dans ce film, ils ont dit on a envie de mettre ça, on va mettre ça. Voilà, on s'en fout. Ça, et puis ça, ouais, c'est exactement ça, ouais. Qui a rajouté de l'incompréhension auprès du grand public sur la réalité virtuelle encore plus, où les gens maintenant, ouais, mais c'est comme dans le film, comment ça se passe? Est-ce que quand je vais me prendre une balle dans le jeu, je vais m'en prendre une pour de vrai? On n'est pas dans Matrix encore. Hein. Encore heureux. Effectivement. Puis surtout se dire que c'est un film qui se passe dans le futur, se dire qu'on aura encore tous des casques comme ça sur la tête, non, c'est... Trop stylé. Enfin, ça n'existera plus, je pense. On va y arriver sur la... C'est vrai que c'est un film qui est marrant, mais il est très anachronique dans le sens où il mélange beaucoup de choses. On a l'impression que sur certains côtés c'est incroyablement futuriste et sur d'autres on se dit mais j'espère bien que ne serait-ce que dans 5 ans on n'en sera plus là. Ne serait-ce que sa combinaison haptique, on a l'impression que le truc est gigantesque, super complexe. Enfin, je pense que ça sera. Je pense que l'avenir de la réalité virtuelle c'est pas du tout ce qu'on pense. Voilà, du tout. Rappelez-vous de la vision du futur en 2015 dans Retour vers le futur 2. Voilà, oui, en plus, j'ai la casquette qui le rappelle. Et j'en suis très fier. Je vous remercie tous les trois de vous être prêtés à ce petit jeu. Pas virtuel là pour le coup. Vous pouvez les retrouver pendant le Gaming Gun. Ils seront ravis, je pense, de discuter avec vous et de prolonger les discussions. Allez les voir sur les stands respectifs, allez tester un peu tout ça. Je vais laisser la place aux copains pour un premier quiz qui aura lieu donc ici, hein, ne bougez pas. Et moi je vous retrouve ici même, toujours pareil, ça ne bouge pas pour l'espace conférence,
à 15h30 pour une conférence sur le thème les jeux vidéo tirés des blockbusters. À mon avis, il y aura de quoi dire là aussi, donc on se donne rendez-vous d'ici 1 heure. En attendant, profitez bien du Gaming Gone.